Tandem 2.0, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouvel opus de notre émission Success Série. Alors pour m'accompagner ce soir, bien sûr, notre spécialiste ciné-série, Rudy. Rudy, bonsoir. Bonsoir Aurore. Bonsoir Rudy, tu vas nous expliquer un peu comment tu es tombé sur cette série et ce dont il s'agit. Et aussi pour nous accompagner ce soir, Jonathan. Jonathan, bonsoir. Bonsoir Aurore. Bonsoir Jonathan. Salut Rudy. Donc Jonathan, t'interviens ce soir en tant que spécialiste de la saga Star Wars, puisque la série dont on va parler, c'est une série qui est un peu dérivée de cet univers. Et ça s'appelle The Mandalorian et c'est une série qui a été proposée par Disney+. Alors, je te laisse nous expliquer ce dont il s'agit et nous faire le pitch de la série. Alors, Mandalorian, c'est une série qui est produite et réalisée par Dave Filoni, qui était déjà intervenu dans l'environnement Star Wars puisqu'il avait produit les séries d'animation Clone Wars et Star Wars Rebels. Et Jon Favreau, beaucoup plus connu en tant que pape du Marvel Cinematic Universe, c'est lui qui en était l'architecte de la cohérence et qui avait notamment mis à l'image les aventures d'Iron Man, qui avait produit Avengers et qui a globalement servi d'architecte de cohérence sur tout ce qui est Marvel Cinematic Universe. Mandalorian suit les aventures d'un chasseur de primes taciturne et sombre qui est appelé, ou du moins surnommé Mando, originaire de la planète Mandalore. On suivra ses voyages dans les contrées les plus lointaines de la galaxie Star Wars, dans lequel il poursuivra une quête qui va le faire évoluer suite à sa rencontre avec un personnage d'apparence juvénile, mais qui a en fait une cinquantaine d'années, qu'on appelle le Kid. L'enfant, donc en français, personnage qui sera clé de voûte des 2 saisons, puisque concrètement, l'univers entier cherche d'une manière ou d'une autre à le capturer pour en faire quelque chose. Alors, Rudy, dis-nous, est-ce que cette série, elle est uniquement consacrée aux fans de Star Wars ou n'importe qui peut la regarder ? Eh bien, ma chère Aurore, je vais peut-être te surprendre. Et si vous avez des tomates ou des œufs à proximité, n'hésitez pas à me les lancer, car je vais vous avouer quelque chose d'inavouable. J'ai découvert cette série alors que je ne connaissais pas la saga Star Wars. Impossible. Menteur. Je t'assure que oui. Ah non, mais vraiment, je le jure surtout. Alors, je vais vous raconter quand même l'anecdote parce que c'est important et ça permettra peut-être à des personnes qui sont dans mon cas, qui ne connaissent pas encore la saga, en tout cas la série Mandalorian, de la découvrir, même s'ils ne connaissent pas Star Wars. Alors, l'anecdote est la suivante. Mon meilleur ami et mon partenaire cinéma de toujours, Bruno Ligolzi, m'appelle un matin en me disant « Rudy, il faut qu'on fasse un podcast avec des youtubeurs sur la série de Mandalorian. » Je lui dis « Ok. » J'ai vraiment besoin de toi, donc il faut que tu regardes cette série, on doit faire l'émission dans une semaine. Je dis ok, pas de problème. Donc je lance la série, et je vois Star Wars dans le générique. Je dis attends Bruno, il y a un souci là. Moi Star Wars, je connais pas, et en plus ça m'intéresse pas, c'est vraiment un truc, j'ai jamais accroché quand j'étais jeune. Il dit ah mince, il dit mais regarde quand même la série, parce que même si tu connais pas la saga, je pense que tu vas quand même comprendre les enjeux, etc. Je dis ok, donc je lui fais confiance, je mets le premier épisode, et au bout de 20 minutes, j'éteins la télé, je prends mon téléphone, je fais Bruno, c'est mort et enterré, je ne ferai pas cette émission avec lui, je suis désolé, je ne comprends rien, je connais pas les personnages, je sais pas qui est gentil, qui est méchant, les enjeux, je nage, je suis en train de nager, mais total. Il dit Rudy, fais-moi plaisir, tu connais mes goûts, je connais tes goûts, parce qu'on est quand même potes depuis pas mal d'années, fais-moi confiance, regarde l'épisode jusqu'au bout, et tu sais quoi, regarde même les 3 premiers. Il dit ça dure 30 minutes, au pire, t'as perdu 1h30 de ta vie, c'est pas grave. Mais fais-moi confiance, je sais que tu vas aimer, c'est sûr. Il l'a bien vendu. Je finis quand même l'épisode, malgré des réticences, et là, j'ai un coup de cœur sur la fin de l'épisode 1, et dans l'épisode 2, il y a une scène d'anthologie, avec le Kid, notamment, et là, je me dis, waouh, ça va être grandiose. Et j'ai bouffé la série, je l'ai binge-watché, quoi, c'est exceptionnel. Donc, pour répondre à ta question, on peut voir de Mandalorian, même quand on ne connaît pas l'univers Star Wars. Et ce qui m'a aussi intéressé, au-delà de ça, c'est le casting. Gina Carano, dont je suis amoureux. Alors, je pensais qu'elle avait un rôle plus important, mais on va quand même la voir sur 2-3 épisodes. Le personnage principal, Pedro Pascal, je ne le connaissais pas, mais comme on ne le voit pas, c'est pas très grave. Carl Weathers, pour ceux qui ont connu Rocky, Apollo, l'immortel Apollo. Et enfin, le méchant, Giancarlo Esposito, qu'on a vu dans The Breaking Bad. Méchant très charismatique. Donc voilà, je me suis dit, le casting est intéressant. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est des clins d'œil à des œuvres, à des films qu'on connaît tous, comme Terminator, Mad Max, Godzilla,
Les Sept Mercenaires, donc tous ces films-là qu'on a tous vus, qu'on connaît, qui est dans la culture cinématographique. Évidemment. Je trouve que ces films sont très très bien amenés. Voilà. Donc c'est ça qui va donner envie, l'intensité, le côté iconique du personnage, parce qu'on ne voit jamais son visage, quasiment. On en parlera après. Et je trouve que c'est super bien fait. Voilà. Mais alors, pour les gens qui connaissent un peu Star Wars, Jonathan, où est-ce que ça se situe dans l'ensemble de la saga? À quel moment à quel moment cette histoire elle se passe? Alors, Mandalorian, ça se passe quelques temps, quelques mois ou années après le Retour de Jedi, donc le 6e épisode de la saga, qui marque la fin de Dark Vador et l'Empereur, et globalement la fin de l'Empire Galactique. Ça se déroule à ce moment-là. Donc on est entre l'épisode 6 et l'épisode 7, donc la nouvelle trilogie de chez Disney. Avant l'éveil de la Force et les nouveaux l'éveil de la personnages. Force, tout à fait. Mais très clairement, les regards se portent beaucoup plus en arrière qu'en avant. On est concrètement sur un espèce de fil directeur entre les deux premières trilogies et la suite. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur... donc là, aujourd'hui, il y a déjà 2 saisons qui sont sorties. Oui. Sans nous spoiler, est-ce que tu peux nous dévoiler un peu l'intrigue Alors, la première saison, bien évidemment, elle va servir à poser un univers, notamment pour ceux qui n'ont pas connu, qui ne connaissent pas la saga Star Wars, ou peu, ou qui l'ont vu il y a très longtemps. Il ne faut pas oublier que ça commence en 77, donc les souvenirs de tout le monde sont forcément un peu flous, sauf chez les fans. Et donc la première pose des règles, une cohérence scénaristique, une cohérence d'univers, et présente des personnages qui vont évoluer progressivement tout au long de la saison et qui vont concrètement prendre une ampleur bien plus importante dans le cadre de la saison 2, qui va ressembler à une espèce de quête initiatique. On parle beaucoup de famille, même si on ne cite pas toujours le mot dans la saison 1, a fortiori dans la saison 2. Et on va retrouver beaucoup cet aspect quête et évolution intérieure comme extérieure des personnages. Alors, Rudy, je reviens vers toi, donc, qui est un novice en matière de Star Wars. Dis-nous, qu'est-ce que, à part donc, ton coup de cœur avec les acteurs et tout cet univers finalement que tu as découvert, qu'est-ce qui t'a déplu dans cette série? Alors, déplu, c'est peut-être un mot fort, mais effectivement, comme l'a si bien dit Jonathan, les questions de quête. En fait, le personnage part d'un point A vers un point B, notamment avec l'enfant. Et en fait, cette quête fait qu'à chaque fois, il va y avoir des personnages qui vont intervenir justement sur son chemin, qui le mènent du point A au point B, et il va devoir faire des missions pour leur rendre service pour pouvoir évoluer dans sa quête. On est dans un système un peu similaire aux jeux vidéo, Tout à fait. où il faut franchir certains paliers, etc. Et c'est vrai que ce côté-là, en fait, il est un peu répétitif. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a l'impression qu'on nous rajoute à chaque fois des nouveaux obstacles. C'est pas que ça tourne un peu en rond, mais ça prend le temps avant de rentrer véritablement. Et ça, je pense que pour ceux qui connaissent la saga, alors sachez quand même, je vous le dis, j'ai quand même vu les films Star Wars après. Ça m'a donné envie de les voir. Bravo. Voilà, c'est la résolution 2021. Donc pour ceux qui ont vu la saga Star Wars, c'est vrai que dans la saison 2, on retrouve un peu plus de connexion avec cet univers de la saga Star Wars. Mais dans la saison 1, les épisodes sont un peu plus indépendants. Et le côté répétitif, c'est un peu rébarbatif. Et notamment, je pense, pour les fans, ça peut aussi peut-être poser un problème. Voilà. Alors, Jonathan, les fans, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Alors, les fans de Star Wars, pour le coup, qui sont les fans les plus compliqués à satisfaire de la galaxie, c'est bien connu, sont les mêmes fans qui ont détesté la prélogie de George Lucas, donc la deuxième trilogie de George Lucas. Ce sont les mêmes personnes qui ont détesté la trilogie Disney parce qu'elle manquait de cohérence et que les films n'étaient pas en accord avec la mythologie qui avait été posée lors des premières trilogies. Et arrive Mandalorian, avec clairement produit par Disney, posé sur Disney+, de grands a priori. Et en fait, ils adorent. Ils adorent parce que la série, en fait, concrètement, elle sert de trait d'union entre la trilogie, enfin les trilogies cinématographiques et ce que on va appeler l'univers étendu, c'est-à-dire tout ce qui a gravité autour, les jeux vidéo, la littérature, les jeux de rôle, etc., etc. Et la série réussit le tour de force de rendre la cohérence qu'il manquait entre les trilogies, la littérature et la nouvelle trilogie Disney
elle sert de fil conducteur avec les séries d'animation qui, les fans, je l'ai dit, n'ont pas forcément apprécié la prélogie de George Lucas non plus, mais de manière générale avaient apprécié les séries d'animation de Filoni parce qu'elles étaient forcément plus longues, les personnages prenaient plus de temps à développer leur caractère, leurs problématiques et leurs évolutions. Et Mandalorian reprend en plus en partie ces personnages, en tout cas reprend les faits qui s'y sont passés, et donne un tout cohérent qui permet de retrouver l'esprit et l'ambiance Star Wars qu'on considère avoir perdu lors du rachat par Disney de la saga. Effectivement, c'est ce que j'avais lu sur les forums après avoir vu les 2 saisons de Mandalorian. Et j'en profite pour revenir sur quelque chose, un point qui est important. Tu m'as parlé tout à l'heure, Aurore, des choses qui auraient pu être mieux faites ou améliorées ou ce qui aurait pu décevoir. Et j'ai oublié de te dire un truc, et c'est vrai que ça m'a un peu perturbé. Ce qui est génial dans cette série de Mandalorian, c'est qu'on arrive à ressentir toutes les émotions du protagoniste principal alors qu'on ne voit jamais son visage. Ouais, c'est vrai. C'est un charme Merkava et on comprend toutes les émotions par lesquelles il passe. Et ça, pour moi, c'est un vrai tour de force parce que là, on sent une direction d'acteur. Alors, c'est aidé bien entendu par le découpage au niveau des plans, au niveau de la musique, etc. Tout ça, ça ajoute pour créer de l'intensité, pour créer de l'émotion, notamment quand il doit ramener sa mission et qu'il se rend compte qu'ils vont peut-être lui faire du mal. Finalement, revenir sur sa décision, récupérer le petit pour l'arracher de mains malveillantes, etc. Et ce switch, on voit rien, on voit pas ses yeux, on voit pas sa tête, on voit un mec en armure en fait qui est super iconique. T'as l'impression que c'est un super guerrier de l'espace et je trouve ça fabuleux. Et en même temps, c'est ce qui m'a posé un problème, c'est que là, attention, alerte spoil, dans le dernier épisode de la saison 1, à un moment donné, il est blessé à la tête et là, lui, dans le code d'honneur des Mandalorians, il n'a jamais le droit de montrer son vrai visage, interdit. Et là, il est face à un robot et le robot lui propose de réparer sa blessure. Et il lui dit, je vais pas le droit d'enlever mon casque, ça m'est interdit, je perds tout mon œil. Et le robot lui dit, oui, mais moi, je suis pas un être humain. C'est un robot. Et là, du coup, on voit le visage de Pedro Pascal, on le découvre à ce moment-là, et toute la dimension mythologique s'écroule. Complètement, je suis d'accord. Il aurait suffi de faire un truc simple. Au moment où il enlève son casque, on fait un contre-plan, au cinéma, ça se fait, sur le robot. On le filme de dos. Il enlève son casque et on voit juste ses cheveux derrière. On voit pas son visage. Dès qu'on voit son visage, patatras, toute l'icône, tout le mysticisme qu'il y a derrière, tout s'effondre. Et puis même le caractère aussi, l'imagination du téléspectateur d'imaginer son propre personnage s'effondre aussi. Et tout à fait, Aurore, parce que moi, figure-toi que je savais qui était au casting, mais je ne voulais pas voir Pedro Pascal. J'ai pas voulu googliser en fait. Ouais. Dire il a quelle tête. Je voulais que ça soit dans mon imagination, le visage que je voulais lui mettre. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Et je trouve que ça gâche un peu. Et là, pour le coup, ce qui est dommage, c'est que j'ai cru comprendre que Pedro Pascal était très très mécontent parce qu'il est quand même crédité et on voyait pas sa tête. Et ça, c'est le côté un peu, voilà, je suis un acteur, j'ai envie de L'ego. etc. L'ego, voilà, qui remonte à la surface. Et je trouve que ça dessert en fait la série. Et d'autant plus que dans la saison 2, lorsqu'il y a la scène finale, que je vais pas spoiler pour le coup parce que c'est dégueulasse. Là, je la spoilerai pas. Mais encore une fois, il se passe un truc. Et si par contre là, on avait découvert son visage, ça aurait été 1 milliard de fois plus fort. Pour ceux qui ont vu la série, ils comprendront ce que je veux dire. Voilà. Alors, donc là, pour l'instant, il y a eu 2 saisons qui ont été tournées. La saison 3, c'est quand? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut déjà pressentir sur ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on en attend au moins? La saison 3 n'arrive pas tout de suite. Dans la saison 2, qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps, il y a plusieurs personnages qui sont apparus avec un certain charisme. On va citer le personnage de Boba Fett, qui est un personnage qui est extrêmement connu des fans puisqu'il apparaît dans la trilogie originale directement dans l'Empire contre-attaque, voire dans les rééditions de George Lucas directement dans La Guerre des Étoiles lui-même. Il apparaît quelques secondes en tant que tel, mais c'est un personnage qui était iconique chez les fans du fait de sa présence forte dans l'univers étendu, pas du tout dans la série, pas du tout dans la trilogie. Le personnage qui a été, l'acteur qui a été pris, c'était celui qui jouait Jango Fett, donc son père entre guillemets, dans la prélogie. Et le personnage a été tellement apprécié par les fans, puisque anti-héros, comme on peut l'imaginer, pensons un peu à un Deadpool ou des choses comme ça, que il aura sa propre série spin-off qui va arriver avant la saison 3 de Mandalorian. En fait,
pour se replacer un peu dans l'histoire, Mandalorian, c'était vraiment un test sur la saison 1 et Disney ne pensait pas du tout qu'une série Star Wars qui serait pas vraiment adressée aux enfants, qui serait très mature dans ses propos et dans sa mise en scène, serait appréciée. Ça a fait un carton. C'est ce qui a fait que Disney Plus a eu des abonnés concrètement. Du coup, la saison 2 a servi à présenter d'autres personnages revenant de séries d'animation ou de la série originale et qui sert de tremplin à différentes spin-offs ou histoires en parallèle, mais qui vont se passer dans la même temporalité, c'est-à-dire un tout petit peu après le retour de Jedi. Ce qui est certain, c'est que on sait déjà que la saison 3 va finir quelques arcs qui ont été amorcés dans la saison 2, qui n'ont pas pu être terminés, notamment sur la quête de Mandalore, la planète perdue des Mandaloriens, ou la quête, alors, pas du Graal pour le coup, mais du Dark Saber, du sabre noir, dont celui qui a possession devient roi. C'est des arcs qui doivent se terminer dans la saison 3. Mais il est évident, et c'est la patte de Jon Favreau quelque part dans le MCU qu'on va retrouver dans l'univers Star Wars, que le personnage principal, donc Mando, va croiser ou va recroiser Boba Fett, Ashoka et tous les autres protagonistes des séries spin-off qui apparaissent, qui ont été annoncées sur 2021-2022. Alors, la saison 3, c'est quand, grosso modo? On l'attend, on passe à autre chose, on regarde les spin-offs, qu'est-ce qu'on fait? On n'aura pas le choix de toute façon que de voir les spin-offs d'abord, puisqu'il y a une continuité temporelle. D'accord. Donc, à minima sur les Chroniques de Boba Fett, qui est donc le spin-off officiel de Mandalorian, qui reprend l'histoire de Boba Fett et de sa comparse Fennec, va se passer et va arriver en décembre 2021, c'est-à-dire en lieu et place de Mandalorian saison 3. D'accord. Très clairement, Mandalorian va suivre. On va attendre quelque chose comme à peu près avril ou mai 2022 pour voir la suite. Mais faut bien comprendre que ce ne sera pas vraiment une saison 3 de Mandalorian, mais plutôt une saison 3 dans un univers qui va être un peu plus compliqué. Encore une fois, Favreau, avant, il faisait le Marvel Cinematic Universe. Et on est bien parti pour avoir un Star Wars Cinematic Universe avec différents personnages qui vont se croiser ou pas, qui vont s'inviter dans les séries les uns des autres, probablement aussi au cinéma, c'est couru d'avance. Et la saison 3 devrait servir à la fois à finir des arcs, mais à relancer encore ou de nouvelles histoires, ou de nouveaux personnages, ou directement de nouvelles séries elles-mêmes. Alors, Rudy, dis-moi, est-ce que du coup tu vas découvrir les nouveaux spin-offs maintenant en tant que nouvel adhérent de l'univers Star Wars, ou tu vas t'arrêter là? Non, je vais continuer. Alors, par contre, il y a un truc qui m'a un peu déçu aussi, c'est l'histoire qu'il y a eu autour de Gina Carano. Je pense qu'on peut en parler parce que c'est assez récent. Elle s'est faite virer de Disney suite à des déclarations un peu limites. Et c'est dommage parce qu'elle avait justement un spin-off qui était centré sur son personnage de Cara Dune. Et donc, on n'aura pas la chance. Alors, peut-être ce sera une autre actrice pour le coup. D'ailleurs, les fans ont parlé de celle qui jouait Xena la guerrière, Lucy Lawless. Canon. Voilà, zélandaise qui est canon. Après, est-ce que ça va être fait ou pas? Parce que bon, elle est plus toute jeune maintenant, donc on va voir. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu déçu parce que le personnage de Gina Carano, c'est un super personnage. Moi, je l'ai connue au départ dans sa carrière parce qu'elle faisait du free fight. Elle était à l'UFC, c'était une immense championne. Et ensuite, elle a commencé à faire du cinéma. D'ailleurs, je l'avais prédit à un pote, je lui ai dit, tu vas voir, elle va faire du cinéma. Elle est belle, elle a tout pour elle. En plus, elle a du charisme, elle est costaud, c'est une warrior. Elle va tout déchirer. Elle a joué dans Fast and Furious, elle a joué dans Deadpool. Elle a fait un film d'espionnage où elle est traquée. Voilà, enfin bref, superbe actrice. Et là, pour le coup, à cause de ce qu'elle a fait récemment en dehors, dans la sphère d'Internet, où aujourd'hui on peut plus rien dire, on est dans le politiquement correct, elle a malheureusement fait une déclaration qui, pour moi, est plus une maladresse que de l'antisémitisme pur et dur. Tu veux nous rappeler ce dont il s'agit ou... Alors rapidement, voilà, pour ceux qui sont pas au courant, même si ça m'étonnerait un peu, elle a comparé le sort des électeurs pro-Trump à celui des Juifs avant la Shoah. Donc voilà, et encore une fois, la comparaison est insultante, elle est dramatique, tout ce que vous voulez. Et je pense que, d'ailleurs, elle l'a même dit elle-même. Elle a dit, moi, j'ai aucun problème avec les Juifs, je les aime, ils sont dans mon cœur. Elle s'en est excusée après d'avoir, ça a été mal interprété. Alors, encore une fois, je pense que c'est une réelle maladresse de sa part. C'est peut-être condamnable, mais je trouve que la sanction est trop dure et surtout que ça donne du grain à moudre à tous les antisémites qui vont encore dire, ah ben voilà, Hollywood, Disney, c'est tenu par des Juifs, on la pluie le beau temps. Et on rajoute à l'antisémitisme alors qu'il n'y a pas besoin de faire tout ça. Donc, voilà, je suis assez divisé par rapport à cette conclusion.
D'accord, j'ai bien noté tout ça. Alors, avant de conclure, est-ce qu'il y aurait des anecdotes autour de cette série et dont vous voudriez nous parler? Rudy, Jonathan, je vous laisse. Ouais. Rudy? Jonathan, alors écoute, j'en ai une, c'est une question toute simple. D'après vous, avec un budget de 15 millions de dollars par épisode, ce qui est déjà pharaonique, hein, pour des épisodes qui font que 30 minutes, est-ce que vous savez si ça a été tourné en décor naturel, à votre avis? Moi, je pense que les scènes dans le désert, ça a l'air d'être naturel. Mais bon. Eh ben, détrompe-toi, mais effectivement, j'y ai penché aussi. Absolument toute la série, que ce soit la saison 1 et la saison 2, il n'y a pas une seconde tournée en extérieur. Tout est fait en studio et c'est là où c'est vraiment spectaculaire. On voit vraiment, on est dans une époque où tout devient possible. On arrive à faire tout et n'importe quoi. Vous voyez, nous, par exemple, de plus en plus, on travaille sur fond vert au cinéma. Sauf que le problème du fond vert, c'est que quand la caméra bouge, il y a des On distorsions. voit. On peut voir des distorsions. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait pour qu'il y ait également du mouvement, c'est qu'ils n'ont pas fait un fond vert, ils ont fait un truc super novateur. Ils ont fait un immense mur circulaire en LED, tout en LED. Donc, c'est des panneaux géants en LED comme un immense cinéma, en fait. Comme The Truman Show? D'une certaine manière, même si là, en fait, il est filmé à son insu, mais là, en gros, c'est vraiment comme si tu allais dans un immense cinéma, tu vois, qui fait quasiment 360, c'est pas du vrai 360. Et cet écran, en fait, non seulement il est face à toi, mais il est en haut et en bas. Donc, le sol et le plafond. Pourquoi? Parce que comme tu sais au cinéma, il y a ce qu'on appelle la plongée et la contre-plongée, selon l'axe de la caméra. Donc, il faut que tous les coins soient recouverts de LED. Et ce qu'ils ont fait, c'est comme un jeu vidéo. D'ailleurs, ils ont utilisé un moteur de jeu vidéo qui s'appelle le Unreal Engine. Et ce moteur-là te permet en fait de créer des décors à la volée, comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que tu crées ton décor en temps réel. Et du coup, l'acteur qui joue, il est en immersion totale dans un décor qui a l'air tout à fait réel puisqu'il est reprogrammé en 3D, en temps réel et pas en post-production. C'est-à-dire que les images ne sont pas ajoutées après le tournage. Il les vit en même temps qu'il tourne. Il les voit. Exactement. Et du coup, même pour nous, on se dit waouh. Quand il y a les prises d'en haut, quand il est dans le désert et qu'il avance, on a vraiment l'impression que c'est filmé en hauteur. Enfin, on peut imaginer franchement que c'est un décor réel dans un désert lointain. C'est ça. Donc le côté jeu vidéo vraiment, voilà, qui va servir le cinéma en faisant de la technologie à son paroxysme. Et ce qui est bien, c'est que ça réduit les coûts. Là, il n'y a pas besoin de créer des décors. On les crée en fait numériquement, tout simplement en 3D. Merci beaucoup Rudy pour ces éclaircissements. Alors Jonathan, une dernière petite anecdote? Oui, un petit coup de cœur même. J'ai nécessité de parler de Filoni et de Favreau sur la série. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que sur la saison 1 comme sur la saison 2, on a eu des réalisateurs très connus qui ont été invités. Le final de la saison 1 a été fait par Taika Waititi qui avait fait Thor Ragnarok, qui est le réa qui monte à Hollywood aujourd'hui, qui domine aux Oscars notamment. Et on le voit dans la mise en scène qui est très très différente, dans le rythme qui était complètement en contraste avec l'avant-dernier épisode de la saison 1. Et dans la saison 2, l'épisode 6 qui présente, en tout cas qui permet de faire retrouver aux fans le personnage de Boba Fett, c'est un épisode qui est réalisé par Robert Rodriguez, le comparse de Tarantino, à qui on doit notamment Union en Enfer, mais pas que. Et le montage hyper dynamique avec les prises vues dessus, les combats très violents qui contrastent en fait avec le reste de la série. C'est la patte Robert Rodriguez. Et ça a tellement bien marché que la série Boba Fett sera réalisée par lui directement. D'ailleurs, Jonathan, je me permets, excuse-moi de te couper, parce que tu as évoqué l'épisode 6 de la saison 2. Oui. D'ailleurs, je crois que c'est dans cet épisode-là qu'il y a aussi un clin d'œil à Tarantino avec Kill Bill, le fameux combat. Tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. Voilà, les fans reconnaîtront effectivement. Voilà, je rebondissais là-dessus. Mais effectivement, belle anecdote. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Rudy d'avoir été avec nous. Merci Jonathan aussi d'avoir partagé ce moment. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir l'univers Star Wars. Je vous dis à bientôt et on te retrouvera Rudy très prochainement pour une Success Movie dédiée donc à une rétrospective sur la carrière de Robin Williams. Exact. Très prochainement. J'ai hâte. Eh bien écoute, nous aussi. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Portez-vous bien.